Chic, choc, chèque ou du chic, du choc, du chèque. Vous faites comme vous voulez. Mon invité aujourd'hui, pour la première de cette émission sur la radio-télévision africaine, c'est la princesse burundaise Esther Kamatari. Mais elle n'est pas que princesse, elle a été la première femme noire à défiler sur les plus grands podiums en Occident, en Europe. Et puis c'est le nouveau visage de la prestigieuse maison Guerlain, Esther Kamatari. Alors, la dernière fois qu'on s'est vu, on parlait de l'univers de la mode, on parlait également du royaume. Donc, être la première femme noire à défiler dans les années 70, faire la couverture des magazines, c'est pas donné à n'importe qui. Et encore plus à une femme noire, à cette époque. C'est vrai. Même aujourd'hui encore, c'est très difficile. C'est pas donné à n'importe qui, mais j'ai peut-être un avantage. Parce que tu es grande, tu fais 1m80. Non, quand je quitte le Burundi, je n'ai rien, j'ai pas d'argent, je ne connais personne. Tu connais personne. Une seule chose, c'est l'éducation. Donc, ma richesse, c'est cette éducation. Ma richesse, c'est cette rigueur, c'est cette prestance que j'emporte avec moi. Et c'est celle-là qui va m'aider à inscrire ma vie. À l'époque, il n'y avait pas d'agence, donc on téléphonait. Si on allait à la Fédération de la haute couture, ils nous donnaient un petit carnet, il y avait tous les numéros, et on téléphonait, je prenais le téléphone, je disais « Bonjour, je suis la princesse Kamatari du Burundi ». Et on te croyait. Je pense qu'ils étaient tellement estomaqués par cette assurance. Cette audace. Oui. Et audace, et oui, absolument, on me faisait venir, et puis je portais les vêtements, et puis on disait « Wow ». Est-ce que tu avais conscience justement que tu incarnais justement, tu incarnais beaucoup plus de choses. Tu incarnais l'image de la femme noire, mais quand même, tu nous montrais le chemin, tu ouvrais le chemin des femmes africaines, des femmes noires. Je ne m'en suis pas rendu compte à ce moment-là. À ce moment-là, j'ouvrais la mienne. Mais je faisais en sorte de garder un pied dans la porte pour qu'elle ne soit pas tout à fait fermée pour passer les autres. Oui. Et je crois que Tu parlais d'éducation justement, et c'est vrai qu'il faut te reconnaître cette qualité qui est une qualité primordiale, c'est de laisser la place aux autres. Absolument. Tu ne t'es pas enfermé, tu ne t'es pas dit je suis dans une maison dorée, je rencontre les gens les plus importants du monde et je ferme la porte aux miens. Non. Ton leitmotiv aujourd'hui, c'est vraiment d'ouvrir la porte, notamment aux jeunes, aux femmes. Oui. Et ça a été ça depuis toujours. Peut-être qu'au début je le faisais inconsciemment, mais aujourd'hui je suis tout à fait consciente. Et de toute façon, personne ne peut prendre la lumière de personne. Il y a de la lumière pour tout le monde. Et donc quand on essaie de prendre la lumière de l'autre, c'est une erreur fondamentale. Tout à fait. Parce que vous n'allez pas avoir plus de lumière, vous n'allez pas être plus vu qu'avec la vôtre. Or, si tu gardes ta lumière et que tu éclaires les autres, si les autres ont éclairé, tu vas grandir avec ce que tu éclaires. Tout à fait. Et c'est ce que tu enseignes justement aux jeunes à qui tu apprends le maintien? Oui, parce que tu sais, marcher, les gens ne savent pas marcher. En fait, on ne sait pas marcher. Marcher, quand on apprend à marcher, c'est instinctif. Tu as un parent, une maman, une tante qui aide l'autre à marcher. Mais marcher, c'est une conversation avec son corps. Comment tu te poses. Et avec les autres aussi. Et avec les autres. Mais il faut d'abord poser ton propre corps, converser avec ton propre corps, savoir comment tu vas le déplacer dans cet environnement qui est l'espace, pour apprendre à gérer ton espace qui va te permettre d'être sûr et fier de toi. Donc tous ces enfants, tous ces jeunes qui sont des jeunes Montfermeil, Aulnay-sous-Bois, à qui on a dit vous êtes de banlieue, vous êtes nuls, vous êtes moches, vous êtes des voleurs, vous êtes ceci, vous êtes cela, arriver à leur dire mais non. On est tous nés dans une banlieue de quelqu'un d'autre. Moi, je suis né dans une banlieue de quelqu'un d'autre. Mais tant pis. Vous avez compris le sens de la formule aussi. Et de dire, oui, mais quand vous marchez, ne regardez pas vos pieds, parce que vous savez déjà où ils sont. Bien sûr. Regardez devant, regardez le premier étage, parce que vous savez où sont vos pieds. Apprenez à appréhender l'espace et soyez fiers. Et le monde vous appartiendra. Mais vous allez le conquérir. Mais vous n'allez pas le conquérir avec un poids sur la tête comme si on vous avait tapé. On va pas. Donc il faut. Quand on a acquis tous ces mécanismes, lorsque ce jeune va se présenter pour une demande
d'emploi, cette personne va savoir se tenir. Qui vous reçoit quand vous arrivez dans un entretien? C'est peut-être la standardiste ou la personne qui est à l'accueil. C'est elle qui va donner l'information en disant waouh, là nous avons, il se tient comme ça. Donc on donne envie de vous rencontrer. Voilà. On s'est aussi rendu compte, à force de travailler, que les agressions dont on souffre, dont on est victime quand on est en France, peut-être même en Afrique, je ne sais pas, mais en France, des gens qui vous agressent verbalement, ou c'est pas forcément les coups, mais c'est aussi les regards. Mais tout dépend de soi. De soi. De la façon dont tu te positionnes. On se positionne, on se pose. C'est ce qui va attirer le regard de l'autre pour vous agresser ou pas. Je ne me suis jamais fait agresser dans un métro. Jamais. Ces jeunes dont tu t'occupes dans les banlieues françaises, je pense qu'ils te remercient. Mais je pense que peut-être que les Burundais auraient besoin de toi, surtout en ce moment. Mais je suis là. Mais je suis là pour le Burundi, je suis là. Mais il paraît même... Mais j'ai essayé de faire... Au Burundi, j'étais quand même, rappelle-toi, j'étais la première femme à faire de l'humanitaire pour mon pays parce que c'était moi, j'étais en train de disparaître. L'humanitaire, je l'ai appris sur le terrain. Mais je me dis qu'au bout de 20 ans, on ne va pas recommencer l'humanitaire. Je me dis qu'au bout de 20 ans, on a envie de construire. Moi, tous ces jeunes qui sont des milices, ce sont des jeunes qui ont raté leur avenir, leur vie, à cause d'un monsieur qui, au lieu de les former pour qu'ils deviennent des entrepreneurs, des ingénieurs, etc., en a fait des milices. C'est-à-dire que c'est une génération qui a perdu, à qui on a confisqué sa vie. Comment on se sent justement quand on a le sentiment qu'on n'a pas prise là-dessus? Eh bien, Comment tu te sens, toi? Moi, je me sens très très mal, mais j'ai surtout envie que tout le monde, toutes les personnes qui écoutent, qui nous regardent, j'ai mis en ligne avec Opinion Internationale un appel pour que chacun puisse le signer, participer, parce que le viol, qu'il soit physique ou constitutionnel, il nous concerne tous. Tout à fait. Esther, la première fois que tu as touché de l'argent, quel sentiment ça t'a fait? Tu veux dire toucher là? Oui. Les billets, de l'argent. Rappelle-toi les billets en France. C'était des grands billets, les billets de 500. Tu te souviens? Oui, avant l'Union européenne. Avant l'Union européenne. C'était des grands billets. Donc tu as touché tes premiers sous quand tu as défilé. Ah oui. Ça fait quel effet? Ah non mais tu les mets là. Tu les regardes. Tu les regardes. Puis tu le tournes. C'est à moi. C'est à moi. Et tu dis tout ça là, tu les bouges. Tu les joues comme des cartes. En disant avec ça, je peux m'acheter ça. Finalement, c'est un bonheur. C'est une liberté. C'est une liberté. L'argent pour toi, c'est une liberté. C'est une liberté. C'est une liberté. Tu n'es pas obligé d'aller quémander. Donc tu prends conscience, qu'il n'y a pas de sot métier, mais qu'il n'y a que de sottes gens. Et que donc avec ça, cet argent... Mais être mannequin, c'est pas un sot métier. Non, mais je te parle dans l'absolu. D'abord, il y a beaucoup de gens qui considèrent qu'être mannequin, c'est un passe-temps. Quand j'ai commencé à travailler, on pensait qu'être mannequin, c'était être pute. Oui. Aujourd'hui encore, on le pense. Ça a changé un peu, mais on le pense. Surtout pour les Noirs, en fait, les Africaines. Mais non, mais parce qu'ils n'ont pas pris conscience d'abord que la mode est une industrie magnifique, formidable, qui rapporte beaucoup d'argent, et que c'est plutôt les autres qui les font que pas eux. Et quand on parle je saute du coq à l'âne, comme d'habitude, dernièrement j'étais à Abidjan pour l'invité d'honneur du festival Nzassa Mode, où j'ai formé 90 mannequins, et la première des choses que je leur ai dit, mesdemoiselles, vous êtes noires? Oui, nous sommes noirs. Donc vous m'enlevez tout ça. Elles ont tout enlevé, tout ça, parce qu'elles sont belles, naturellement, et puis qu'on peut être... C'est surtout aussi, parmi les choses que je leur apprends, c'est qu'on est sophistiqué. T'as pas besoin d'avoir des cheveux qui t'arrivent là pour être sophistiqué. Tout ça, c'est son... Donc comment tu les regardes justement, toutes ces femmes qui sont... on est toutes passées par là. Est-ce que tu as jamais porté de perruque, toi? Jamais? Non, vraiment. Non? Non. Comme un chapeau. Mettre une perruque et puis arriver quelque part et l'enlever et la poser. Si. Oui, mais c'est un accessoire. Mais comment on fait? Parce qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas se passer de leur perruque, de tissage. Pour eux, c'est plus qu'un accessoire. Ça fait partie d'elles-mêmes. Mais elles se mentent. Elles se mentent. D'abord parce que c'est extraordinairement mauvais pour la peau. Et puis surtout,
que les produits avec lesquels on fabrique les mèches, c'est du goudron. C'est quoi le goudron? C'est là où on roule. Puis et on s'est rendu compte, il y a une jeune femme que je te présenterai vraiment avec plaisir, camerounaise, qui fait une étude en ce moment, est en train de faire un mémoire visuel sur l'effet des tissages sur le cerveau. L'effet des tissages sur le cerveau. C'est-à-dire qu'avec ce goudron, qui finalement finit par entrer Tout à fait. dans le crâne. Lorsqu'on décalote le crâne pour une opération, etc., et qu'on ouvre, la cervelle est verte. Wow. Elle est oxydée. Oui. Tu as déjà vu de la cervelle? Bien sûr. Bien. Imagine-la oxydée, verte. Ça, c'est un effet de tout ce goudron sur la tête. Ok. Et puis on se dit, si je suis noir, mais enfin, je suis fier. Je peux avoir tous ces atouts de sophistication, de beauté, sans forcément utiliser d'autres choses. En tout cas, me renier. Parce que finalement, quelque part, je me dis que si on continue, c'est se renier, se renier. Elles s'éclaircissent la peau, elles se renient, elles ne sont pas noires. Et puis, quelque part, ça fausse. Donc, peut-être que tout ça, c'est la résultante de toutes les images qu'on a envoyées, que pour être belle, il faut faire ceci. Mais en parlant de tissage, oui, j'ai essayé une fois. Une fois. Et pour une chose simple. Parce que je voulais voir l'effet que ça fait quand on fait comme ça. Et quel effet ça fait? Chatouille. Ça chatouille. Et c'est un geste qui n'est pas dans nos gènes. Oui. Les gènes noirs, t'as pas À faire ça. à faire ça. On a d'autres gestes de tout ce que tu peux, mais celui-là, il n'existe pas. Alors justement, Esther, puisque nous parlons beauté et de ce geste-là, n'est-ce pas? Eh bien, tu vas nous parler pour la prochaine émission du rituel de la princesse, puisque vous le savez, Esther Kamatari est la nouvelle égérie de la prestigieuse maison Guerlain. À très bientôt sur la RTA.